podcast de Shubham hier. Tu peux nous dire qui est Shubham, ce qu'il fait avec sa chaîne YouTube? J'ai l'impression qu'il est sur 2, 3, 4, 5 projets à la fois. Et pourquoi tu es passé dans ce podcast-là, dans ce live, en fait, un live YouTube, ce que tu as dit, et puis si tu dis exactement tout ce que je t'ai entendu dire, on pourra en parler. Ouais, bah, Shubham, je l'ai connu, Shubham, je l'ai connu il y a peut-être 5 ans sur Snapchat. En fait, il bossait pour une boîte qui s'appelle Mailjet à New York et il s'amusait à montrer sa lifestyle d'ingénieur dans une startup new-yorkaise. Et, euh, et du coup, il montrait sur Snapchat le matin, il montait sur son petit vélo à la Casinestat, il allait au boulot, arrivé au boulot, il ouvrait un whiteboard, il dessinait des systèmes, puis il allait donner une conférence devant des devs, des choses comme ça. Et du coup, je lui avais envoyé un message, je fais putain, trop cool en français à New York, ça a l'air vraiment cool ce que tu fais. Un jour, si jamais on a la chance de se rencontrer, bah, est-ce qu'on prendra un café ensemble? Et puis, 2, 3 ans après, par pur hasard, j'étais sur Paris, lui aussi. Je vois sur Snapchat qu'il est sur Paris. Je fais, putain, vas-y, c'est le moment, on se prend un café. Il me dit, ouais, trop, trop, trop chaud. Et puis, on s'est pris un café. Puis, j'ai commencé à travailler pour The Family. Quand je suis parti de The Family, ben là, lui, il était dans un moment où il voulait faire une boîte, moi aussi. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire une boîte? Du coup, on a essayé de faire une boîte dans le domaine du crédit. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, on est resté amis. Et lui, maintenant, il fait plusieurs choses. Je crois qu'il est product manager chez product owner ou product manager, je ne sais plus trop, chez Conto, sur le sujet API de Conto, qui est une néobanque pour les entreprises. Et à côté de ça, il a une chaîne YouTube qu'il a alimentée ces dernières années et que là, il alimente de façon très, très, très intense depuis le Covid. Je pense qu'il sort au moins une vidéo par semaine et il est très bon à l'oral. En fait, Shubham, c'est l'exemple parfait du dev très technique qui sait vendre, mais genre extrêmement bien. Je pense que chez Mailjet, il était, si je ne me trompe pas, tech evangelist, ils appellent ça. Mhm. Donc en gros, c'est la personne qui va représenter le produit ou une partie du produit euh, chez des clients types. Et leurs clients à eux, Mailjet, c'était des devs, il me semble. Et en fait, ce qu'ils faisaient du coup, c'est qu'ils donnaient des conférences à des équipes de devs. Donc en fait, il était habitué à la scène, habitué à présenter un produit, à le mettre sous son meilleur jour. En fait, c'est un très très bon orateur et YouTube Mhm. lui va extrêmement bien. Donc voilà, il fait ça de façon intense. Et alors, il a une petite émission hebdomadaire qui s'appelle Club Sandwich avec son pote. Et en fait, ils interviewent des gens sur des sujets donnés. Ça traite très souvent du no-code, du marketing, du business en ligne. Voilà, vous pouvez mettre plein de choses en fait là-dedans. Et donc, ils essaient de faire ça. Je crois que la semaine passée, ils avaient eu Guillaume de Lemlist qui a fait le bon ou bad buzz, je ne sais pas, sur le fait qu'il a refusé je ne sais plus combien de millions, une dizaine de millions à des investisseurs. Euh, et voilà. Et je sais pas, tu voulais. Ah oui, donc hier, De quoi tu as sujet. parlé hier? Hier, j'ai parlé Rapidement. de gestion de création de communauté. Et donc, il m'a demandé comment j'avais fait pour créer une communauté avant The Found Spot et comment j'essaie de le faire pour The Found Spot. Et en fait, c'est très drôle parce qu'il il m'a envoyé quelques jours avant un message en privé. Il m'a dit est-ce que tu serais chaud pour passer sur Club Sandwich? J'ai dit oui. Et je ne connaissais pas le sujet. Je me suis dit on va parler de The Found Spot, on va parler un peu de moi, des trucs que je fais sur le côté. Et en fait, le sujet, c'était les communautés. Et moi, j'étais là en mode mais merde, en fait, fondamentalement, je n'ai jamais réussi à créer une communauté. J'ai essayé avec Inserto. Ça a bien fonctionné au début et puis j'ai abandonné. Avec The Farm Spot, c'est un fail total. Alors, j'explique aussi c'est quoi la différence entre une audience et une communauté. Je trouve que je suis très bon pour créer une audience. Et là, avec The Farm Spot, tous les deux, on est extrêmement bon pour créer, je pense, l'audience de Farm Spot. On pourrait être encore meilleur, mais on le fait déjà très bien. Par contre, au niveau communauté, on est totalement largué. On n'y arrive pas parce que pourquoi on n'y arrive pas, on peut en parler aussi, tu vois, pourquoi on n'y arrive pas. Mais alors, j'ai essayé de voilà, expliquer tout ça, expliquer c'est quoi ma vision des deux, euh, qu'est-ce que je pense avoir bien fait, qu'est-ce que je pense avoir mal fait. Il y a plus de choses que j'ai mal fait que bien fait. Et voilà. Et voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions plus précises. Non, oui, on peut en parler vite fait. Pourquoi est-ce qu'on réussit pas à faire une communauté? Je pense parce qu'on est tous les deux des personnages relativement introvertis au sens large du terme. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis largement introverti.
D'ailleurs, je suis un INFP, INTP, INFP, ça dépend un peu des mois. Ce qui veut dire que dans mon profil MBTI, j'ai une grosse tendance à l'introversion et je me repère au monde pas en interaction avec les autres, mais en me recueillant, entre guillemets, dans moi-même, tu vois. Donc ça, je pense que c'est pareil un peu pour toi. Tu l'as dit toi-même plusieurs fois, même sur Twitter, etc. L'année qu'on a eue là de confinement, finalement, pour nous, c'était pas une aubaine, mais quasiment, entre guillemets, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on supporte très très mal à la base, l'isolement. Donc je pense que alors peut-être qu'on a trop, en fait, qu'on n'a pas de représentation de communauté faite par des mecs qui nous ressemblent et qui ont réussi. Tu vois, moi, quand j'ai en tête une communauté qui fonctionne, j'ai en tête une communauté où, comme tu l'as dit hier dans ton interview, t'as une personne qui tous les jours vient faire un post et qui tous les jours demande à tout le monde comment ça va, etc., qui est très engageante en fait. Or, nous, finalement, les gens avec qui on veut engager, on engage avec eux en DM. Mais c'est ça, mais alors, ouais. Ouais. Et Et je donc, toi, pense tu que parlais justement de l'exemple de la formation que tu viens de faire, là. Comment ça s'appelle encore? Beyond Deck, voilà. Et à quel point, en fait, eux, ils essayent d'insister pour que les communications se fassent en privé et pas forcément en public. Et c'est un beau hack, finalement. Peut-être que c'est ça qu'on devrait essayer de faire. Ouais, je sais pas. Mais et ouais, et alors, sur le sujet de pourquoi on n'y arrive pas et par rapport à nos personnalités, je pense que. Mais je le vois aussi dans ma façon d'être avec les gens dans la vraie vie. Et par exemple, je me sens très mal dans un bureau de travail où il y a des gens parce que j'ai toujours l'impression que tout le monde doit parler à tout le monde à un certain moment et tout le monde doit s'intéresser à tout le monde à un certain moment. Je sais pas si tu suis ce que tu veux dire. Et en fait, moi, j'ai pas envie de commencer à m'intéresser. C'est très bizarre ce que je vais dire. Je vais passer pour le pire des connards. Mais en fait, il y a juste des gens où je suis OK pour avoir une conversation pour faire connaissance. Mais à un moment donné, où peut-être que j'ai pas envie de me forcer de maintenir une relation avec cette personne-là. Et, euh, et du coup, je vais très vite m'isoler et juste prendre parmi un groupe donné de personnes, une ou deux personnes avec qui je m'entends extrêmement bien. Par contre, avec une ou deux personnes, je vais over-délivrer une communication. Je le voyais dans mes expériences passées professionnelles. Et on était 20 dans un même endroit physique. Ben, j'avais deux buddies. Et c'est les deux buddies, je leur parlais tout le temps. Et les autres, plus je pouvais éviter de leur parler, mieux c'était. Non pas que je les aimais pas, c'est juste que j'avais juste pas envie de leur parler, tu vois. Et c'est bizarre de dire ça, mais enfin, je sais pas si c'est bizarre ou pas. Mais du coup, comment, avec ce type de personnage-là que je suis, comment tu fais pour créer une communauté? Parce que effectivement, tu peux pas te forcer à poster un message tous les jours pour essayer d'embriquer les gens et de faire en sorte que eux communiquent, ce genre de choses. Par contre, je pense qu'il y a des moyens, comme tu le dis, alternatifs où tu peux tout de même faire en sorte que les gens s'apportent de la valeur entre eux sans forcément que ce soit toi qui doivent catalyser tout ça, en fait. Et comment tu fais pour que dans une communauté, toi, tu n'aies pas besoin de catalyser tout ça? Super dur. J'ai pas la réponse. J'en sais rien. Voilà. Je sais pas. Let's see. Moi, tu connais mon avis, on en a déjà parlé en privé. En fait, là, on le voit bien, on a quasiment 300 personnes qui ont rejoint la communauté, on a quasiment plus de 400-500 personnes sur notre mailing list. Je pense que la majorité enfin, je pense que, enfin non, en fait, non, j'allais dire quelque chose qui n'était pas politiquement correct. Tu vois, là, je me retiens. Mais je pense que la majorité des gens qui sont intéressants dans la vraie vie, que je connais vraiment, eh ben, ils n'ont pas request pour rejoindre la communauté parce qu'ils n'ont rien à faire d'être dans une communauté. Alors peut-être parce qu'on les connaît déjà en privé et que quand ils veulent parler avec nous, ils nous contactent en privé. Et moi, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est organiser, tu vois. Là, je pense que depuis qu'on a lancé FarmSpot et qu'on a lancé la communauté, j'ai eu 3, 4, 5 rendez-vous Zoom avec des gens de la communauté. Et c'était super intéressant, tu vois. Et il y a plusieurs profils qui sont venus s'inscrire sur la communauté que j'ai pas relancé, mais que avec qui j'aimerais bien discuter, tu vois. Euh, mais ouais, on n'a pas encore craqué le truc. Je pense que c'est enfin, inné à notre personnalité et que moi, je suis plutôt d'humeur à kill le truc, mais j'aurais trop peur, et ça, tu l'as bien dit dans la vidéo avec Shubham,
de regretter dans 3 mois et de ne pas savoir si ça n'a pas fonctionné parce qu'on est nul ou parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts pour trouver un modèle qui fonctionnait C'est pour nous. ça. C'est ça, c'est le problème Euh, voilà. quand tu fais pas les choses intensément, c'est que tu sais pas si tu l'as pas, si ça marche pas parce que tu l'as pas fait intensément ou juste parce que ça n'avait pas lieu de marcher en fait. Mm. Et, ça, et c'est par exemple pourquoi les 100 épisodes de ce podcast-là, c'est aussi pour ça. Et donc, ouais, je sais pas. Par contre, l'idée d'essayer de choper des personnes, essayer de proposer à certaines personnes de faire des one-to-one ou faire. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est des petits zooms à 3, 4, 4, 5 où on trouve qu'il y a des personnes qui pourraient bien fitter ensemble, et essayer de faire un petit zoom de maximum 20 minutes où on fait connaissance et on essaye de parler d'un sujet ou juste de les mettre en relation. Je sais pas, j'en sais rien, mais il y a un truc à faire, mais on n'a pas encore le truc. Et d'ailleurs, je serais super ravi pour qu'il y ait des gens qui nous aident là-dessus. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le lead sur la communauté, go. S'il y a quelqu'un en fait qui est l'opposé de nous et qui est prêt à, en fait pousser les gens à engager, créer des posts, faire ça, plus que bienvenue, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, Ouais, ce serait why cool, not? mais ce serait nous retirer une épine du pied qui, je pense, n'a pas lieu d'être retirée. Je pense que ce qui serait génial pour nous, c'est de trouver un modèle qui nous ressemble à nous, tu vois, point à la ligne. Et même si ça fonctionne moins bien, même si c'est moins grandiloquent qu'une communauté avec 10 000 personnes qui postent tous les jours pour raconter le moins upgrade dans leur vie ou dans leur business, j'ai l'impression que si on pouvait trouver le truc qui correspond exactement à notre petite niche, à notre petite façon de penser qui est minable et introvertie, ben, ce serait génial parce que c'est à ce moment-là, tu vois, que l'émulation serait ultra positive pour nous. Mais peut-être que je me trompe. Et en effet, moi, par exemple, il y a Mike qui m'avait déjà proposé de faire plus de trucs parce qu'elle adore tout ce qui est communauté. Et je lui avais dit, ouais, why not? Si tu le sens, fais-le. Puis ça s'est pas fait finalement, je sais pas pourquoi. Go, Mais donc voilà. go, go, go. Si tu nous écoutes, go, envoie-nous un message et on s'arrange et tu fais un truc. Ouais. Moi, je suis chaud, hein. Honnêtement, je suis chaud. Je suis chaud, 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 chaud. Voilà, voilà. Allez. Qu'est-ce que, sinon, à part ça, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux? Jedi a commencé le podcast en disant, surtout, enfin, ce serait peut-être bien qu'on arrête de faire du small talk au début en demandant comment on va. Et puis là, il retombe dedans. Ça va, Ouais. toi? Le small C'était talk, la c'est transition. super chiant. C'est super chiant, le small talk. Le small talk, c'est quand vous demandez à quelqu'un s'il va bien. Et en fait, les deux savent qu'il est dans tous les cas répondu oui. Et que juste ce moment de la conversation n'a juste pas lieu d'être parce qu'il n'apporte pas de valeur dans la discussion, en fait. Après, de temps en temps, je pense qu'il faut quand même des small talk, tu vois, pour imbriquer les choses ou autre. Avec des Mais étrangers, oui, mais nous, on peut s'insulter et continuer voilà, même on peut à s'insulter, parler. et voilà, exactement. Écoute, moi j'ai découvert un mec, j'ai découvert là il y a quelques heures, qui s'appelle Stuart Sim sur Twitter. Et en fait, pourquoi j'aime beaucoup ce personnage, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, j'ai pas trouvé trop d'infos, mais j'ai pas non plus cherché énormément, mais en gros ce que j'aime, c'est que ça fait quelques jours qu'il fait des interviews Twitter en 5 questions et qu'elle cartonne sur Twitter. Donc en gros, il fait quoi? Il va contacter des gens un peu connus, type Sam, type Pompliano, type des gens comme ça sur Twitter, qui sont des gens dans la tech, business, entrepreneuriat, investissement US, qui sont un peu des influenceurs de Twitter. C'est un peu les gens chez qui moi, des fois, je récolte des super bonnes infos et qui, ben, des fois, ils sont un peu très showman et des fois, ils disent des trucs juste pour dire des trucs et c'est pas super intéressant. Mais sinon, globalement, c'est quand même bien de les suivre, je trouve. Euh, et, euh, et ce qu'il fait, c'est qu'il leur envoie un message privé, leur demande est-ce qu'on peut faire une mini-interview de 3 minutes max. Et par exemple, tu en as un qui a répondu je vais à la salle de sport, vas-y, sur le chemin de la salle de sport, vas-y, on fait une interview. Et là, il pose une question, le mec répond, une deuxième question, le mec répond, il fait ça à 5 questions, et puis il dit ouais, merci, l'interview est terminée. Et puis Par écrit, il fait alors. Ouais, à l'écrit, ouais, à l'écrit, à ouais. l'écrit. Il fait une capture d'écran de tout ça, il en fait un petit montage en mode début de la conversation, suite, etc. Et il tweet ça. Et trop bien. Genre, le mec, il cartonne, les gens adorent le format. En fait, moi, ce qui m'excite, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est le format, en fait. C'est que c'est pas une newsletter, c'est pas un trait Twitter, parce que souvent, les traits Twitter, il faut que ça soit bien construit, il faut que ça soit. Pour faire un bon trait de Twitter, il y a toute une méthodologie et toute une façon de faire.
pour qu'il soit assez viral et pour qu'il soit engageant. Là, c'est des discussions de DM, 5 questions, screenshotées, mises ensemble sur Twitter. Il en a fait 3-4. Les gens adorent. Et du coup, les gens taguent genre, oh, tu devrais trop faire ça avec lui, tu devrais trop faire ça avec lui, tu devrais trop faire ça avec lui. Et je pense que ça va être, s'il persiste, s'il persévère sur ce sujet-là, je pense que ça peut être son propre format et se l'approprier. Surtout, les gens commentent en mode, j'adore le format. C'est vraiment une discussion en DM où tu poses 5 questions, la personne répond, bye bye. Et les gens kiffent ça. En plus, les questions sont bonnes, c'est des questions short, mais qui sont plutôt cool. Et vu que c'est du DM, bah, les gens répondent aussi de façon short, mais go to the point. Et en fait, ça donne super bien. Il faudrait que tu regardes un peu l'exemple Ouais, je viens de du regarder, milieu. c'est pas mal. Ça me fait Euh, penser à la nouvelle newsletter de Shan, le gars qui fait MFM, My First Million, le podcast, qui toutes les semaines envoie un espèce d'extract des 4 meilleurs tweets qu'il a vu passer la semaine. Je trouve ça génial aussi. Finalement, en fait, c'est juste du repurpose de contenu enfin, trop bien léché. Franchement, j'adore. Et le côté DM dans ton exemple, ce qui est bien, c'est que enfin, quelque part, en fait, quand tu vois un screen, déjà sur Twitter, quand tu te balades sur la tweet line, sur la page principale, sur la homepage, et que tu scroll down et que tu tombes sur un screen d'une conversation privée, directement ton regard il est attiré parce que tu dis oula, là il y a du show là, tu vois. ouais. Et donc là il a capté le truc en gros pour aussi quand son tweet apparaît en favori pour les gens qui avec l'algo de Twitter, pour les gens qui se baladent sur la homepage, directement ton regard est attiré. Donc ça c'est cool, franchement c'est une bonne idée. Je ne connaissais pas, je vais Ouais. m'abonner. Donc voilà, je veux juste te parler de lui et je trouve ça cool. J'espère qu'il va continuer. Les interviews sont drôles. Enfin, il y a des trucs drôles. Genre, enfin, il y a vraiment des trucs drôles, donc tu regarderas un peu. Donc voilà, je voulais juste te parler de ça. Est-ce que tu as un truc, toi, dont tu veux me parler? Ouais, alors c'est un petit peu particulier. Je pense, je sais pas, je suis pas sûr que je t'en ai déjà parlé. Mais long story short, contexte, enfin non, pas long story short d'ailleurs, contexte, il y a quelques années, avant de rentrer entre guillemets dans la tech, etc., et de m'intéresser à tout ça, je voulais lancer un business classique normal. Et du coup, j'étais un jeune paumé dans la province de Liège et je me disais, j'en avais marre d'aller au cours, etc. Je regardais déjà les vidéos de Family, etc. Donc j'étais déjà plus ou moins tombé dans le truc. Euh, mais je regardais les entrepreneurs successful autour de chez moi. Alors j'ai plein d'histoires à raconter parce que du coup j'en ai rencontré plusieurs. Et là, c'est un type particulier qui apparaissait régulièrement dans le journal local en disant success story liégeoise, etc. Et en fait, le type, je ne vais pas donner le nom de la marque parce que j'ai pas envie de me faire poursuivre en justice si jamais ce que je dis c'est des conneries. Et le type est un peu chaud. Donc j'avais remarqué en fait qu'il vendait. Donc c'était Les uns un à fait. patch. Ah non, pardon. Non, c'était un patch fait à partir de miel d'abeilles. Apparemment, le miel d'abeille a des propriétés de soins et de régénération de la peau qui sont assez ouf. Et donc, en fait, c'est un produit qui n'est pas pharmaceutique, mais qui respecte quand même toute une série de critères, etc. Bref. Et du coup, l'espèce de marketing qu'il faisait le type, c'était fait à Liège, fait près de chez vous, etc. Et comme j'étais déjà un fouineur professionnel sur Internet, j'avais trouvé en fait son usine d'approvisionnement qui était en Slovénie avec une marque blanche. En fait, c'était une marque blanche type. Je pense juste qu'il avait enregistré la marque et peut-être qu'il avait un partenariat exclusif avec, avec l'usine. Bref, c'est une usine qui faisait plein d'autres choses, notamment des tampons, des serviettes hygiéniques, etc. Donc, tu vois, c'était vraiment un gros truc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis renseigné sur cette industrie du miel qui est assez marrante en fait. Et là, je ne vais pas parler du miel qui a vocation d'être mangé, je vais parler du miel juste pour tout le reste. Euh, et donc, j'avais fouiné ça, j'avais demandé à l'usine de m'envoyer un échantillon, j'avais dû donner un numéro de TVA belge, donc j'avais donné un numéro de TVA d'un grossiste en matière première alimentaire. Finalement, du coup, enfin bon, bref, il y avait eu un schmilblick incroyable, et finalement, je m'étais retrouvé au téléphone avec le propriétaire de la boîte qui m'avait un petit peu complètement déchauffé en me disant, mais tu sais, tu te rends pas compte, il faut faire des tests, ça coûte des centaines de milliers d'euros de se faire valider pour rentrer sur le marché, etc. De toute façon, il faut passer par moi. Et donc, il faisait un peu les gros bras, etc. Bref, j'avais abandonné. Mais ça m'avait fait rire de trouver en fait la première forme de white labeling que enfin, je connaissais pas encore le principe du white labeling, mais là j'avais trouvé un exemple concret, tu vois.
Et donc, je m'étais intéressé après un peu à toute cette industrie, au marché du miel. Et il y a quelques années, bien longtemps après ça, j'ai découvert une boîte qui s'appelle Biome. Le nom, ils ont plusieurs marques, mais la marque principale, c'est Polynature. Et en fait, c'est un petit peu particulier parce que eux, ce qu'ils font, c'est un e-commerce qui se construit sur une spin-off de l'université de Zurich, donc en Suisse, et qui est 100% focus sur la pollinisation. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des ruches, des nids d'abeilles. Alors c'est un type d'abeilles particulier, c'est des abeilles travailleuses, maçonnes, comme on dit. Donc en gros, qui ne font pas de miel, mais c'est via le miel que je suis tombé dans là-dedans, tu vois. Hmm. Euh, et en fait, ils vendent ça 100 euros plus ou moins. Et la particularité de ce business-là, donc c'est qu'ils vendent ça aux particuliers. Ils disent, bon voilà, c'est 100 euros pour avoir tel petit nid d'abeilles. Et puis, en mars, chaque année, vous pouvez commander une population de base qui arrive sous forme de tube dans laquelle il y a des abeilles qui sont en hibernation. On les met dedans. Hibernation ou toujours dans leur nid, tu vois, enfin, pas encore éclos. Ouais. Elles sont un PLS, Euh, quoi. Ouais. ouais, voilà. Elles arrivent par la poste, vous les mettez dans votre nid, et puis ensuite, ce qui est bien, c'est que vous participez à la pollinisation naturelle, etc. Vous pouvez les Ok, mettre sur mais tu votre fais pas de terrasse. miel. C'est pas du miel Tu que fais ça pas de fait. miel. Ok. Tu fais pas de miel. Tu fais pas de miel, mais tu participes à la pollinisation. Tu as un petit nid d'abeilles dans ton jardin, elles piquent pas, patati patata. Il y a un beau marketing autour de ça. Et le business est ouf parce qu'en fait, donc c'est une société, c'est presque un labo scientifique en fait, qui a créé un e-commerce pour décupler la force de son labo. Pourquoi? Parce que à côté de cette activité B2C, il propose les mêmes services de pollinisation à tout un tas d'agriculteurs qui sont labellisés bio, green, éco, etc., partout en France, en Allemagne et en Suisse. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un transfert. Donc, toi, en tant que particulier, tu commandes un nid d'abeilles. Tu reçois le nid. Avec la ruche, tu peux commander une population de base qui arrive chez toi. Et puis ensuite, à la fin de la saison, tu renvoies les nouvelles abeilles qui viennent d'être pondues en fait sous forme d'œufs, tu vois. Tu les renvoies au labo. Et le labo, en fait, c'est comme ça qu'il refait ses stocks chaque année. Ok. Et à côté de ça, chaque année, ça lui permet de grandir aussi toute sa distribution B2B, où en gros, là, il vend par centaines de milliers d'abeilles, si tu veux, à des grands agriculteurs qui veulent polliniser leurs champs, leurs arbres fruitiers, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Euh, Tu penses qu'ils en vivent? Tu penses qu'ils vivent de cette activité e-commerce? Ouais, alors, j'ai une info, je ne sais pas si je peux la dire ou pas, mais en fait, je les ai découverts et par pur hasard, il y a quelques années, ils ont fait une demande de stockage dans la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque et qui était énorme. Donc, en gros, c'est une grosse, grosse, grosse activité. Ils ont des gros soucis, à mon avis, de stockage, justement, parce que c'est sous température bien, bien, bien déterminée que tu peux stocker les abeilles, etc. Mais c'était super intéressant. Et ils en ont vendu 100 000 des nids d'abeilles. Donc, en gros, ils ont fait au À 100 moins balles. 100 000 fois 100. Ouais. Donc, Putain, propre. voilà, Propre, je propre, trouvais ça propre. intéressant. Et j'ai juste pas compris, parce que c'est plus très clair. Avant, il me semble que c'était payant de demander une population d'abeilles. Mais maintenant, il semblerait que c'est gratuit. Genre que tu as le droit à en avoir une par an, tu dois juste payer les frais de port. Alors, je sais pas ce que ça veut dire les frais de port, si ça comprend tout ou pas. Ouais, Donc ouais. voilà, je trouve ça intéressant comme nouveau business model. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau business model, mais comme business Non, model mais là, que basé là-dessus. Ouais. c'est ça, mélanger le B2B, en plus un B2B qui est sorti d'une université, et souvent, moi, je connais quelques Ouais, personnes ouais, qui bossent dans le domaine des spin-offs, ils font pas un copec, quoi. Enfin, ils galèrent ils galèrent, ça fait, ils mettent des mois, si pas des années, pour avoir leur premier contrat et ils vivent sur subside quand ils en ont. Et de là, de réussir à créer une branche B2C pour financer cette activité-là, de un, c'est smart, et si ça marche, c'est trop bien, quoi. C'est un exemple, c'est un très bon exemple. Euh, Moi, j'y connais rien en abeilles et en miel. Par contre, ce que je sais, c'est que j'avais rencontré quelqu'un en Belgique, justement, sur Bruxelles, c'était une femme qui allait placer des poulaillers et des poules chez les gens et dans les entreprises. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé de ce truc-là. Vas-y, Ouais. parle-en, ça intéressant. Bah, c'est juste, voilà, c'est juste un. Elle avait pris la problématique et la tendance qu'elle s'était dit, enfin, qu'elle voyait, c'est que les familles
et les entreprises un peu. C'est vrai que sur Bruxelles, il y a tout un pan un peu. Enfin, il y a toutes des régions un peu écolo où tu as des entreprises qui ont envie de faire des trucs green, écolo, etc., etc. Et du coup, bah, ils poussent. Par exemple, je sais qu'il y en a qui font appel à des apiculteurs pour placer des abeilles au fond du jardin, du bureau. Genre, ils ont un bureau avec un jardin au fond et genre, ils vont mettre des animaux au fond. Et par exemple, ils vont aussi mettre des poules. Et du coup, à midi, dans la cuisine de l'entreprise, tu vas avoir les œufs du poulailler plus loin, quoi. Donc ça, c'est pour B2B. Et en B2C, elle avait aussi remarqué qu'il y avait plein de familles où tu avais les enfants qui voulaient trop des animaux dans le jardin. Ils voulaient une poule. Le problème, c'est que la poule, il faut entretenir le poulailler il faut nettoyer, tout ça, tout ça. Et puis, quand tu en as marre de ta poule, bah, tu es dans la merde. Tu fais quoi? Bah, tu vas la donner au fermier pour qu'il ait la butée. Et puis, tu jettes tout le matos. Et elle s'est dit, tiens, pourquoi j'irais pas placer des poulaillers chez les gens avec une, deux, trois, quatre, cinq poules. Je leur dis, ça fait autant d'œufs, et alors le dimanche, pendant le brunch, il peut avoir des œufs frais du fond du jardin, trop bien. Et je leur vends un abonnement où je viens faire l'entretien du poulailler. Et si à un moment donné, ils en ont marre, et le petit, il en a marre de la poule et il va plus jouer avec, bah, il m'appelle et moi, je vais chercher les poules. Et je les récupère. Euh, donc ça pour B2C et B2B. C'était malin, c'est atypique, j'avais jamais vu ça. Après, j'avais du coup regardé un peu sur Google et apparemment, c'est un vrai truc. Genre, t'as des vieux sites tout pétés où c'est une femme ou un homme fan de poules. Genre, il y a des gens qui sont fans de poules. J'avais vu des photos, il y avait quelqu'un dans son jardin, il avait des centaines de poules et il dit, je vais placer les poules chez vous dans votre jardin et vous aurez des œufs frais et je m'occupe de tout. Et alors, ils te vendent ça sous forme d'abonnement. Euh, Je sais pas et quoi en apparemment, penser. bah, Je sais pas non plus, hein. je sais pas. Moi, attention, je trouve ça cool en fait. Attention. Non, non, mais dans le sens où je trouve ça plutôt bien. Et du coup, cette personne-là, je me souviens, on avait fait des calculs rapides pour voir qu'est-ce qui était, est-ce que c'était rentable, etc., etc. Et en fait, c'était extrêmement rentable. Une poule, ça coûte pas grand-chose. Le poulailler, c'était la partie qui coûtait le plus. Elle arrivait à dégager du recurring, donc du revenu récurrent. Et, euh, et c'était un business où quand tu faisais le décompte des frais et des rentrées possibles, c'était juteux, quoi. Et les entreprises et les familles qui sont prêtes à débourser 100 balles tous les mois pour avoir quelqu'un qui vient faire un check-up du poulailler, il y en a, quoi, qui sont prêtes à le faire. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, en fait, moi j'ai découvert ce truc-là de biome, pollinature. Au début, je m'étais dit, putain, mais c'est extrêmement cher pour un nid d'abeilles, en plus qui font pas de miel 100 euros, tu vois. Puis je me suis rendu compte en fouillant un peu, en fait, que c'est quasiment les moins chers du marché. T'as un truc qui s'appelle honeyflow.com où la moyenne pour la ruche, c'est 800 $. Et c'est Putain. sur précommande seulement, etc. Donc, à mon avis, c'est fabriqué one by one. C'est intéressant. Je ne sais pas quoi dire. Je sais Mais pas tu si ça vois, par fonctionne exemple, vraiment, la sur l'histoire pollinisation, des tu vois. abeilles, mais Ouais. pour l'histoire des abeilles, moi je connais une entreprise à Bruxelles, c'est un espace de coworking bio, écolo, tout ce que tu veux. Et en fait, ils ont une partie où ils ont des abeilles, ils ont deux ruches, et qui font du miel pour le coup. Et donc, l'apiculteur, enfin, il y a un type qui vient tous les X mois, enfin, toutes les X semaines, récupérer le miel et il le met en pot et il le dépose sur la table de la cuisine de l'entreprise. Et en fait, et du coup, tu as les coworkers. Du coup, l'espace de coworking fait aussi payer ça dans son prix en mode ah, bah, on a une ruche au fond et le midi, si tu veux, il y a du miel que tu peux mettre dans ton thé qui vient directement de la ruche C'est du fond du étonnant, jardin, ça. quoi. Parce que je sais bien que le miel doit être testé en laboratoire pour être validé comme pour être utilisé. Parce qu'apparemment, il y a plein de virus dégueulasses qui se baladent de temps en temps dans le miel Je sais pas, d'abeille. mais ça, je me souviens parce que j'étais là quand une fois il y avait le type qui vient récupérer le miel et Ouais. puis le mettre en pot et leur déposer. Alors ça se met, il récupérait le miel et il leur mettait des pots qui venaient pas. Ouais, bah, peut-être qu'il disait je vous mets du miel, mais je vous dis c'est peut-être pas Ouais. exactement celui du jardin, j'en sais rien, tu vois. Mais, mais voilà. Mais moi, ça me fait penser à une autre histoire. Euh, Avec un pote, on avait trouvé ça, on trouvait ça extraordinaire. Alors, d'un point de vue opérationnel, ça doit être extrêmement ennuyant. Mais je sais pas non plus quoi en penser, ça me laisse perplexe, mais en même temps, je trouve ça marrant.
c'est les entreprises, et il y en avait une au Japon, dans un immeuble, qui dédie tout un étage de l'immeuble à faire une ferme citadine. Donc, en gros, les employés des autres étages peuvent, sur le temps de midi, après 4 heures, en fin de journée, le matin, etc., venir voir, tu vois, un mini poney, un petit cochon mignon, une petite chèvre, etc. Ça leur fait du bien, etc. Donc, je sais pas si c'est propre au Japon, je sais pas s'il y en a ailleurs, tu vois. Mais moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ah, ça doit être marrant, en fait, tu vois. Genre, je sais pas quoi Ouais. en penser, mais, Et mais moi, du coup, je suis sûr que c'est cash flow positif à mort, quoi. ouais, ouais, ouais. L'histoire des poules, tu vois, tu as des œufs le dimanche. Je peux comprendre. C'est une value directe. Tu as les enfants qui vont jouer avec la poule. En vrai, ils vont jouer une fois toutes les 3 semaines. Mais tu as surtout des œufs frais tous les dimanches. Et tu vois, je vois bien la petite famille bruxelloise où on va faire nos courses chez le maraîcher le plus cher du quartier. Machin, machin, machin. Dire aux amis le dimanche, on a des œufs qui viennent du fond du jardin. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de Ça n'a prix. pas de prix. Je vois le truc, tu vois, c'est évident. Le miel, pareil, tu vois, le truc de coworking, c'était hyper en mode green. L'électricité, c'était des panneaux solaires. C'était économie circulaire, tout ce que tu as envie, tout ce que tu as envie. Et donc, je peux comprendre ça aussi que bah, dans le prix, tu casques aussi pour le fait que tu as du miel du fond du jardin. Euh, pour mettre des animaux au fond dans l'entreprise, pourquoi pas? Donc, en fait, la conclusion de tout ça, en tout cas de mon côté, c'est que c'est des business qui fonctionnent encore et surtout principalement grâce au statut que ça dégage, en fait. Naval fait une grande distinction, en gros, dans son espèce de philosophie, entre guillemets, entre soit tu bosses, entre guillemets, pour de l'argent, soit tu bosses pour le statut. Le statut, t'es jamais... En fait, il n'y a jamais de fin au jeu du statut. Par contre, au jeu de l'argent, il y a une fin. Tu peux gagner un jour assez d'argent pour ne plus jamais devoir en gagner, pour ne plus jamais devoir y penser, en tout cas. Tandis que le statut, un combat perpétuel. Mais finalement, ce genre de business, peut-être que pour le moment, c'est toujours encore vachement assis sur du statut. Comme tu l'as dit, ouais, la petite poule du fond du jardin, ouais, les petites abeilles dans l'arbre là-haut, enfin, tu vois. Donc ouais, Mm, mais c'est intéressant, peut-être que ça va changer dans les 10 prochaines années, tu vois, qu'il y aura un vrai basculement, qu'il y a des gens qui viendront faire du business en étant 100% orienté business et sans jouer là-dessus. Je sais pas, peut-être que c'est juste du marketing et que derrière, je sais pas. les chiffres sont propres, tu vois, j'en sais rien. Mm, 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 mm. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour. Non, c'est cool, c'est super intéressant. Ça me fait plaisir, les petites histoires comme ça inconnues. Je connais plein d'histoires de François, mais celle-ci, je la connaissais pas. J'en veux d'autres, Papa Castor. J'en veux d'autres. Moi, j'ai un petit truc, je sais pas si tu as vu que Taco Bell a lancé ses NFT. Juste comme ça. C'est quoi Taco Bell? Taco Bell, c'est le plus grand fast-food Tex-Mex des États-Unis. Ah, je connais pas. C'est un énorme McDo créé en 1962 qui fait de la bouffe mexicaine en fast-food. C'est un gros truc aux US. Il n'y a pas qu'aux US. Je crois qu'une fois, j'avais pris un Taco Bell en Allemagne, je pense. Je dis pas de conneries. Et, euh, et en gros, c'est même taille que McDo, quoi. Enfin, je sais pas si c'est même taille en termes de taille d'entreprise, mais voilà. Là, le logo, c'est une cloche. Ça te dit rien? T'as jamais vu? Non? Non, mais Ok, je connais c'est pas pas les grave. fast-food américains, C'est pas grave. C'est pas à grave. part McDo. Et du coup, ils ont créé des NFT. Ils sont lancés dans la création des NFT. Donc, ils ont un Rarible euh, où ils ont vendu des NFT. Il y a des NFT là en vente sur le marché secondaire à plus de 10 Ethereum. C'est ouf. Et ils sont dégueulasses, les NFT. Genre, c'est tout moche. J'ai l'impression que c'est leur compte officiel parce que ça dit que ça vient de NFT, de Taco Bell, et le compte Taco Bell est vérifié. Donc, je me dis, ça doit vraiment venir de Taco Bell. Et je sais que Taco Bell est le genre de boîte qui se place beaucoup sur les produits tendances. Et alors là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est back par Taco Bell Foundation, qui est une filiale de Taco Bell qui reverse l'argent à des œuvres, à des œuvres type aider des enfants dans les pays hispaniques en difficulté à aller à l'école, genre de sujet, quoi, tu vois, sujet d'une fondation, d'une grosse boîte classique que pourrait voir. Et voilà, donc Taco Bell s'est lancé dans les NFT. Je trouve ça original. Je trouve ça original. Le Je peux te même parler marketing, rapidement c'est incroyable. de quoi?
c'est du même marketing au final, tu vois. Parce que là, je suis en train de regarder les NFT qu'ils ont fait. C'est Enfin, dégueu, hein. C'est moche. Enfin, c'est... c'est dégueulasse, tu vois, mais je comprends que le type qui vient de devenir crypto-millionnaire et qui a 17 ans et qui passe toutes ses après-midi chez Taco Bell en général, se dit, oh C'est sûr. putain, yes, j'achète, tu vois. Ouais, mais de ouf, mais c'est clairement ça. C'est exactement. Donc il y a ça, et je voulais te parler d'un autre truc. J'ai reçu un accès GPT-3. Ah, Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la GPT-3? C'est une technologie d'intelligence artificielle vraiment, pour le coup. développée par des robots. Pour le coup, c'est vraiment une vraie IA, mais vraiment, enfin une vraie IA, c'est une sous-catégorie d'une IA, mais qui fonctionne et, et c'est pas du if then. Enfin, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en dev. Euh, et la technologie GPT-3, elle te permet de générer du texte. Elle te permet de générer du texte euh, en fonction de sources de texte que tu lui fournis. Donc, exemple GPT-3, tu vas lui fournir 1000 pages d'un poème. Vas-y, toi, tu connais, dis-moi le nom de quelqu'un. Baudelaire? Voilà, Baudelaire. Tu lui fournis toutes les pages scannées de Baudelaire et GPT-3 t'invente du Baudelaire. Il dit voilà, maintenant je connais du Baudelaire, je connais toutes les facettes de Baudelaire et sa façon d'écrire. Je vais pouvoir écrire du Baudelaire. Et donc, ça va te raconter des poèmes Baudelaire. Enfin, ça va te créer des nouveaux poèmes Baudelaire. Plus tu lui fournis d'infos en amont, plus la qualité sera bonne en sortie, évidemment. Et du coup, il y a plein de... Qui fait cette boîte GPT-3? C'est OpenAI, qui est un des leaders de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde, dont le président est Sam Altman, il me semble, non? Mhm. Je dis pas des conneries. Et, euh, et en fait, ils ont donné accès en API à GPT-3. Donc en fait, maintenant, tu peux te brancher à GPT-3 et utiliser l'algorithme GPT-3 pour faire tes propres textes sur n'importe quelle base de data que tu vas leur fournir. Euh, L'accès à GPT-3 en bêta privée, les gens commençaient à avoir accès à ça 2019, plus ou moins, je pense. Il y a eu des premières entreprises qui ont accès à ça et qui ont testé des trucs. Et donc, on a eu quelques posts sur Reddit qui sont devenus viraux parce qu'il y avait des expérimentations assez what the fuck là-dessus. Et ils ont ouvert les vannes d'accès à GPT-3 en 2020, beaucoup plus, surtout début 2020, pendant le début du Covid. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, et là, ils ont aussi mis en place un modèle payant de l'API, sachant que l'API, à la base, elle était totalement gratuite pour les premiers bêta-testeurs. Maintenant, elle est gratuite pendant 3 mois ou 50 000 requêtes, pardon. Au bout des 3 mois ou des 50 000 requêtes, tu dois payer, à chaque requête, tu payes en fait. Tu payes quelques centaines, enfin quelques centièmes de centimes. Euh, il y a une boîte qui fait du GPT-3 qui cartonne pour le moment et pour lequel moi je suis totalement déçu. Enfin, j'aime pas du tout le produit, c'est Copy.ai. Je ne sais pas si tu as Mhm. vu passer ça quelque part. Ouais, En ouais. gros, Copy.ai, c'est un mec qui a eu accès à GPT-3 assez tôt et il s'est dit, bingo, qui a besoin de copies de qualité, c'est les marketeurs. Les marketeurs, ils ont besoin de copies pour faire des landing pages, pour faire des ads, pour faire des articles, pour juste du content. Et en fait, sur Internet, il faut toujours qu'on crée du content. Et du coup, ils ont créé un layer au-dessus de OpenAI où tu peux générer des headlines pour des pubs Facebook, tu peux générer des titres de texte, tu peux générer du texte de blog. Alors, soit tu leur donnes une thématique et eux génèrent du texte sur la thématique. Par exemple, tu leur donnes le cold email, comment optimiser du cold email. Eh ben, tu vas avoir tout un texte qui va te sortir comment optimiser du cold email. Ou alors tu leur donnes toi de la matière en amont et eux vont retransformer la matière. Donc il y a des gens qui ont fait un truc, c'est en mode, ils te mettent un article de blog et le GPT-3 te ressort
un article de blog totalement écrit différemment, mais qui traite du même sujet. Et genre, si tu essaies de faire une proof of, comment on dit, de voir si c'est un plagiat, bah ça passe pas le plagiat. Et en fait, ça dit exactement la même chose, mais avec des mots totalement différents et encore mieux écrits. Et donc, en fait, tu peux faire tout ça avec copy.ai. Alors, j'ai essayé copy.ai et enfin, je trouve que les résultats sont nuls à chier. C'est une boîte qui a l'air de bien fonctionner. Je crois qu'ils ont fait Way Combinator. Ils ont cartonné parce qu'ils ont fait un product hunt, un top 1 product hunt. Ils sont mis partenaires avec plein d'influenceurs marketing sur Twitter principalement et sur Facebook. Ils ont bien cartonné. Je pense que c'est une boîte. La dernière fois que j'avais vu, je pense qu'ils étaient à 50K MRR quand même, avec un layer, une couche en plus. Alors, début du premier confinement, je me souviens, il y a Copy.ai qui s'est lancé et j'en avais repéré 6 autres qui s'étaient lancés au même moment. Il y a Sneezy.ai, je crois, un truc comme ça. Il y en a encore d'autres. Et en fait, tous ceux qui avaient un accès à Open.ai se sont dit, il faut que je commercialise, vas-y, il faut que je fasse un truc. J'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui avait créé un bot Twitter de Naval en GPT-3. Et apparemment, Naval aurait bloqué ce compte-là. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu lis ce que le bot Twitter de Naval tweet, donc il tweet à la place de Naval comme si Naval avait dit quelque chose, c'est un peu à chier. Les tweets sont un peu nuls. Ça dit un peu de la psychologie de comptoir, un peu toute Oui, oui, naze avec. mais ça, on peut retomber dans le débat. Tu sais bien Oui, pourquoi. est-ce qu'à la base, c'est pas le cas, tu veux me dire? Ouais, ouais. Rien à voir. Mais en Ouais. fait, c'est l'émetteur de l'information qui a plus d'importance que l'information en elle-même, finalement. Exactement. C'est le Oui, médium, ouais. oui, c'est Donc, ça. voilà. Totalement, Je suis sûr que totalement. Naval pourrait faire des copier-coller des tweets de son GPT-3 et que venant de lui, les gens seraient là en train Ah d'applaudir, ben, probablement. ouais. Alors, je pense. Je sais Alors, pas, c'est hein, mais j'ai intéressant. pas vu Non, non, les. non. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que euh, sur tout ce que dit Naval, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit, ce qui est vraiment waouh, c'est peut-être 5%. Ce qui est vraiment putain, ok. Il a réfléchi. Tu vois que tu n'entends pas ça d'habitude. Euh, Tu vois qu'il y a de l'expérience, tu vois qu'il y a du savoir qui a été dit, mais c'est 5%. Tout le reste, Jojo le Clodo du coin pourrait dire la même chose. Mais vu que c'est Naval qui le dit, bah en fait, les gens, ils font pas la différence entre les 5% et les 95% qui restent. Et donc oui, et c'est très drôle parce que alors, je voulais rebondir sur. Putain, tu me fais penser à deux trucs, j'ai envie de rebondir sur deux trucs là-dessus. Mais donc, oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que quand même, il a un 5% qui est top, qui est au-dessus du panier, et que ce 5%, nous, on l'aime. Par contre, tu vois, moi, là, Naval, il me saoule. Enfin, des fois, quand il tweet, genre, je lis le truc, je fais, oh, putain, ok, oui, oui, Louis c'est tout, je sais pas quoi. Enfin, oui, 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 Monsieur Bouddha, oui, je sais pas quoi, Hmm, tu vois. C'est hmm. c'est en mode, vraiment, s'il avait pris un bouquin fait par un Bouddha, il copie-colle des phrases, il les met, c'est la même, quoi. Mais des fois, il y a des trucs deep, quoi. Tu vois, par exemple, sur le wealth, sur la richesse, c'est comment devenir riche. Je trouve quand même que c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu dire 1000 choses, mais il les a pas toutes dites. Tu vois comment devenir riche sur Internet? Riche, non, wealthy, pas riche. C'est encore, il fait la différenciation. Et justement, tu vois, il fait cette différenciation et c'est intéressant. Mais tu vois, il aurait pu dire 1000 choses. Il n'en a pas dit 1000, il en a dit 30, 40. Et c'est en fait, c'est ces 30, 40, c'est sur ça qu'il faut focus, pas sur les 900 autres. Les 900 autres, c'est des espèces de shortcuts qui, si tu as un peu de chance, peuvent fonctionner, mais en vrai, ça marche pas trop. Et lui, en fait, il a pris l'essentiel de tout ça, en fait. Et en fait, condenser l'essentiel de tout ça, tu ne peux le faire que si tu es passé par là et que si tu t'es rendu compte qu'en fait, il n'y a que par là, il y a que ça qui compte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu abstrait ce que je te dis, tu vois, mais je ne sais pas si tu me suis. J'espère que les gens suivront aussi, mais l'important, c'est toi qui me suives. Est-ce que tu es avec moi, François? Je suis toujours là. Je suis en train de réfléchir à plein Ok, d'autres sujets, mais en fait, Vas-y, ok. termine, Donc fais voilà. ton point. Non, non, mais donc voilà. Par contre, donc il y a 5%, c'est le top. Par contre, le 95%, Jojo Clodo pourrait le dire, c'est parce que c'est Ok. Naval, on applaudit, on retweet, trop bien, il est trop smart. Et ça, c'est tellement vrai. Euh, je, je, je-
c'est comme quand tu vois un mec sur Twitter dire un truc, tu dis putain, ça sonne smart. Tu vois, genre, ok, ça me fait penser à un truc, genre, tu me fais réfléchir. Et une semaine après, tu as un mec 10 fois plus connu qui t'écrit une phrase qui est presque exactement la même. Et là, ça reach 500 retweets, des milliers de likes. How you are so smart. Putain, il faut trop qu'on fasse un podcast ensemble, machin truc, machin truc, machin truc. Tu vois. C'est juste parce que l'autre, il a une audience beaucoup plus forte. Les gens ont une image ou un imaginaire de qui il est qui est beaucoup plus grand. Et du coup, dès qu'il dit un truc, c'est on procède. Et du coup, comment tu fais en tant, et ça c'est intéressant, et après je te laisserai la parole, comment tu fais en tant que jeune, ou pas jeune, mais en tant que personne qui se cherche et qui essaye d'avoir des rôles modèles sur Internet pour ne pas tomber dans le je dis oui à n'importe quel rôle modèle pour lequel j'ai dit oui à un moment donné dans l'histoire. Tu vois. Hmm. C'est-à-dire que tu entends ce que je veux dire ou pas? C'est genre Reformule Ok, une fois. ok, ok. Ok. Tu vois, il y a un mec que tu as kiffé, tu as appris quelque chose de lui, euh, et tu peux très vite tomber dans le ok, du coup, tout ce qu'il va dire, je Ah vais oui. le prendre comme un principe fondamental, et il faut absolument que je fasse ce qu'il dise pour que ça réussisse. Tu vois. Et les mecs comme ça, on en connaît plein. Enfin, Ouais, on en bah, connaît plein. qu'on l'a été aussi, Exactement. ou qu'on Et l'est. je pense que je l'ai été à un moment donné, et des fois je le suis peut-être, et je fais des introspections sur moi-même, et je dis, mais là, calme-toi, en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, tu vois. Et le fait même qu'on en parle maintenant, on se rend compte qu'on s'en rend compte. Et du coup, c'est bien. Enfin, je veux dire, on se rend compte qu'on est dans notre propre piège. Mais du coup, vas-y, je te laisse. Je suis parti loin là. Oui, mais non, mais j'adore quand tu fais ça. Moi, je pense que tu as tout à fait raison. Que le danger, en fait, c'est de tomber dans une forme de dogmatisme, à suivre aveuglément tout ce qui a été dit par quelqu'un qui a dit une fois quelque chose qui a été perçu de façon très forte par toi. Après, ça, c'est du essai-erreur, et puis des déceptions. C'est un peu comme quand tu lis un livre, que tu peux retirer que deux, trois idées à la fin, et que tu te dis, bon, bah, est-ce que c'était un bon livre ou pas? Tu vois, en fait, tout ce qui fonctionne sous la forme du dogmatisme, de toute façon, c'est à jeter à la poubelle, tu vois. Donc, même Naval, ça se trouve, à partir d'aujourd'hui, il dira plus jamais rien d'intéressant. C'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, selon cette expression française horrible. Du coup, moi, par rapport à Naval, d'abord, j'ai deux questions. Un, est-ce que tu as commencé à écouter ou à lire The Beginning of Infinity? Ah, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Alors, j'écoute les trois, quatre dernières capsules de 2 minutes qu'il fait avec son pote, qui en fait est un mec random d'Internet, qui est en fait un petit génie qui est en train de focus sa vie sur un bouquin qui est The Beginning of Infinity. Et donc, je suis en train d'écouter les petites capsules de Naval. Donc là, il en a fait trois, quatre, c'est des petites capsules de 2 minutes. Et il me fait chier. C'est vraiment un bâtard. Il sort une petite capsule de 2 minutes par semaine. Et donc, toi, tu es là 2 minutes. Et après, tu sais qu'il y a une suite. Et qu'en fait, la suite, elle a été record. Mais tu es là en mode, bon, next week, boy. Et donc, je suis un peu baisé. Par contre, j'écoute le podcast Talkcast de Ouais. son invité. Ça, je l'écoute. J'ai du mal, genre, j'ai vraiment du mal à. Ce bouquin a l'air super compliqué. Juste contexte très, 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 très rapide. Il y a un bouquin qui s'appelle The Beginning of Infinity qui traite de l'épistémologie, un peu de philosophie des sciences et plus, quelques trucs supplémentaires. Et il y a un mec qui est en train de dédier une partie de sa vie, c'est un scientifique qui est en train de dédier une partie de sa vie à à ce bouquin et à comment ce bouquin a changé sa vision du monde. Et Naval connaissait ce bouquin, avait lu le bouquin plusieurs fois. Non, au début, il avait dit qu'il l'avait lu, il l'a pas vraiment lu. Puis il l'a lu et en fait, il trouvait ça bof. Puis il l'a relu. Et grâce au podcast de ce mec-là, qui en fait reprend chaque chapitre, et chaque chapitre, il le reformule, il le creuse, il le reformule, il va chercher les parties essentielles, et il les mâche, il les mastique, il les regurgite. Grâce à ce podcast-là, plus le livre, en fait, Naval a redécouvert le livre, et en fait, il s'est rendu compte que c'était un game changer pour sa vie. Et du coup, là, il est en train de créer des mini-capsules
de 2 minutes sur son propre podcast Naval avec ce type-là, où il reparle du livre. Et c'est fou comme avec un bouquin, tu arrives à avoir un podcast entier, plus maintenant un podcast avec Naval. Et je ne sais pas combien de ventes va faire ce bouquin, mais à mon avis, la courbe va être exponentielle. C'est un bouquin qui est très connu apparemment chez une certaine section de scientifiques et épistémologistes et philosophes des sciences. Mais là, ça va être encore plus en vente et plus en vogue. Et donc, je l'ai acheté ce matin. C'est juste, voilà, j'ai Ah, commandé ce marrant. matin sur Amazon. J'ai hésité, je ne savais pas si je le commandais en français ou en anglais. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit, putain, ça a l'air lourd comme matière. Déjà en anglais, euh, ils le vendent comme va falloir le lire plusieurs fois, mon coco, et prendre du temps. Je me suis dit, fuck, faudrait peut-être que je le prenne en français. Et en fait, non, je l'ai pris en anglais. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, mange ta propre merde, force-toi, prends-le en anglais, quoi. Donc, je l'ai pris en anglais et on verra. Marrant. C'est David Deutsch qui a écrit ce bouquin, c'est un physicien, et c'est Bert Hall qui fait le Talkcast, où il décrypte exactement, comme tu l'as dit, ce Beginning of Infinity. Et moi, je suis aussi en train d'écouter donc c'est l'analyse de Bert Hall dans Talkcast, et c'est très, 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 très difficile à suivre. Ouais, de ouf. Alors peut-être qu'il va vite, etc. Il a un Je me accent. rappelle, il a un accent, ouais, il est Putain, ouais. australien, je pense. Il a un petit accent. En tout cas, il vit en Australie, parce que dans certains moments du podcast, il va dehors et il se balade, on entend les oiseaux, les criquets, tous les insectes qui hurlent, et dit Ah, Australia. Je trouve ça marrant. Et le type est vraiment super abordable de ce point de vue-là. C'est pas du tout un scientifique très guindé. Je sais pas si c'est déjà arrivé à ce moment-là, et j'ai trop envie de lâcher cette petite phrase-là à notre audience, parce qu'il parle de la disparition des espèces, et il oppose, du coup, enfin, scientifiquement, on oppose la disparition naturelle à la disparition causée par l'homme. Et il dit, sachant que 99,99999% des espèces qui sont apparues sur la planète Terre depuis qu'il y a de la vie sur Terre ont disparu de façon naturelle, comment cela se fait-il que personne n'est capable, en 2020 ou en 2019 ou en 2021, de citer le nom d'une espèce qui a disparu naturellement? Par contre, le nom d'espèces qui ont disparu par la présence de l'homme, par l'activité de l'homme, ça, quasiment tout le monde est capable, en cherchant un petit peu, d'en trouver une, tu vois. Et dit, ça, pour moi, c'est une contradiction. J'aimerais bien que quelqu'un réponde à cette question. Et tu vois, et c'est ça, en fait, c'est ça l'approche scientifique qu'il essaie de mettre en valeur, en fait, quelque part, c'est de prendre du recul, de ne pas faire d'induction, etc. Et il rejoint plein de philosophes de sciences comme Karl Popper, etc. Donc vraiment, je le conseille à tout le monde qui aurait envie de se lancer là-dedans. Je pense que c'est pas du temps perdu. Non, pas du Et tout. pour En terminer fait, il là-dessus, aide à penser. Par exemple, tu vois, tu as parlé d'induction. Il explique en quoi des fois on pense, on essaie de répondre à des questions par induction. Et alors, en fait, c'est un très, très mauvais réflexe. Et donc, il donne des méthodes de réflexion. Et donc, c'est de la matière pour apprendre à penser. Et hmm. ça, c'est très, très fort. Vas-y, pardon. Et, Vas-y. et Naval conclut de son dernière étude que j'ai lu de lui, il disait il faut lire et relire 100 fois les 100 meilleurs bouquins. Et moi, je lis ça à Paul Graham qui dit quels sont les meilleurs bouquins à lire. Tu vois, parce que c'est vraiment un vrai sujet. Tu n'as pas assez de temps dans ta vie pour lire tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui a été écrit. Comment tu fais pour sélectionner les 100 meilleurs bouquins? Et ça, c'est très compliqué. J'aimerais bien que quelqu'un réussisse à craquer le truc. Probablement que c'est très changeant en fonction de la personne, tu vois. Euh, mais moi, par exemple, c'est un truc que j'ai très peur. J'ai énormément de livres à lire, j'en achète énormément, j'en lis beaucoup, mais j'ai toujours peur quand je commence un livre de me dire que c'est peut-être pas le livre que je suis censé lire au moment où je suis en train de le lire, tu vois. Donc voilà, c'était l'espèce de truc. Et pour rebondir sur GPT-3, pourquoi est-ce que Ouais, tu as fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu voulais accès à GPT-3? Qu'est-ce que tu veux faire ouais, avec? je savais pas. Enfin, oui, c'est vrai qu'on avait démarré par ça. Pardon. Et j'avais demandé il y a quelques semaines un accès GPT-3 à quelqu'un de ma communauté Twitter. Il y a quelqu'un, mon audience Twitter, pas la communauté. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, il m'a donné accès à son GPT-3 il y a quelques semaines. Il m'a donné les logins, j'ai checké vite fait, mais c'était trop complexe et je me suis dit merde. Et en fait, son free trial allait se terminer.
Donc, j'ai laissé tomber. Et ce matin, j'ai reçu un email de OpenAI. Vous avez accès à GPT-3. Et donc là, maintenant, j'ai 3 mois gratuits sur lesquels je peux un peu bidouiller sur GPT-3. En vrai, j'en sais rien de ce que je vais faire avec ça. Je voulais juste voir ça ressemblait à quoi. C'est imbutable, l'interface. C'est un truc de dev. Genre, c'est horrible. C'est horrible. Et donc, pourquoi je voulais en parler ici? Parce que je voulais dire, s'il y a quelqu'un de la commu, quelqu'un de l'audience, qui a une idée derrière le GPT-3 et qui veut faire quelque chose et il n'a toujours pas d'accès, qu'il m'envoie un message où il me pitch ce qu'il a envie de faire, qui me montre concrètement qu'il va le faire, pas en mode juste pour me demander l'accès et puis se pignoler dans son coin. Et je lui donne accès à mon compte GPT-3 et il s'amuse avec, et il me montre ce qu'il a fait avec. Voilà, juste un petit Trop appel. nice. Comment réussir à spotter la Next Billion AI Company en offrant un accès gratuit au GPT-3 de Jedi. Ok, cool. By the way, GPT-3, moi, je suis retombé dedans il n'y a pas longtemps grâce à ideas.ai, ideasai.net, pardon. C'est le truc qui a été fait par Levels, donc Peter Levels. Et en gros, chaque semaine, son GPT, enfin son bot GPT génère des idées de business. C'est super marrant parce qu'en fait, on se rend compte que que ça On est tous fonctionne des comme ça, tu GPT-3. vois. Non, en gros, que tu pourrais faire un deck avec ce que l'AI sort et aller lever des fonds avec si tu as une bonne team, quoi. Donc, Oh c'est assez putain, marrant. tu viens de donner une idée là. Genre, il faudrait faire un weekly startup deck sur Twitter où tu shares chaque semaine un deck Invest, enfin pour Invest, fait grâce à GPT-3. Et tu fais une page team, une page, tu sais, comme tu fais un deck, enfin, une structure dans un deck, c'est 15 Mhm. pages, intro, taille de marché, problème, taille de marché, solution apportée, competitive advantage, team, vision long terme. Et en fait, tu génères chacune des slides avec un GPT-3. Et tu fais genre, ouais, tu fais un Twitter où chaque semaine tu shares un deck Next Startup. Et du coup, tu fais, est-ce que c'est GPT-3 ou c'est une vraie boîte? C'est genre... Mhm. Ce serait sûr, hein. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, l'idée vaut rien. Enfin, la plupart du temps, c'est juste l'exécution qui Exactement. fait tout. Moi, j'ai encore un dernier projet dont je voulais te parler. C'est pas très long. On avait parlé il y a quelques semaines sur le podcast de l'ASMR on demand. Donc, cette idée que tu pouvais créer un service, même en commençant tout simplement en mode service as a service, donc productized service, de ASMR. Donc, en gros, tu vas trouver des gens qui font de l'ASMR et tu leur proposes ce service-là où, en gros, ils peuvent eux-mêmes proposer à leur audience d'envoyer de l'ASMR personnalisé en fonction de qui vous êtes, de l'histoire que vous voulez entendre, du type de circonstances dans lesquelles vous voulez entendre l'ASMR, etc. Par exemple, avant d'aller dormir ou, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour se pignoler, ce genre de truc. Et j'ai découvert une boîte YC 2021 qui s'appelle Blush. Le nom de domaine, c'est letsblush avec 2h.com. Et en fait, c'est des histoires sensuelles à destination des femmes asiatiques. Ça coûte, du coup, ils se sont vraiment spécialisés sur le marché coréen, donc bien sûr Corée Ah, du Sud. Euh, et la target, c'est vraiment, à mon avis, la femme de 25 à 45, 55 ans qui a dédié toute sa vie à son boulot, qui est très corporate et qui se rend compte que elle n'est pas sensuellement et sexuellement épanouie. Et du coup, en fait, j'ai un peu retracé ce qu'ils font sur Internet. C'est des petites histoires qui sont soit fictives, soit vérifiées et proposées par un membre de la communauté. Ça coûte 7,50 € par mois. C'est simplement sur App Store ou Google Play Store. Donc, tu n'as pas de site web sur lequel tu peux interagir. Et je trouve ça vraiment marrant parce qu'en fait, tu décris vraiment en fait, ton besoin quand tu arrives. J'ai téléchargé l'app, je me suis fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. J'ai dit que moi, je voulais en apprendre plus sur d'autres possibilités sexuelles. Enfin, tu vois, tu décris vraiment ton profil, tu dis quel âge tu as. Et puis ensuite, on te propose de t'abonner pour 7,50 € par mois, comme je disais. Et je suis allé voir leur page YouTube parce qu'ils mettent des espèces de previews sur YouTube. Et là, en fait, tu entends des jeunes hommes coréens raconter des histoires vraiment comme dans. Je sais pas, comme je sais pas, quand tu regardes un Netflix
coréen, tu entends des voix, je sais pas, pour moi c'était tout à fait particulier. Mais ça avait l'air un peu sensuel en effet. Et 9 sur 10, c'était des hommes qui parlaient. Et je me dis, c'est marrant, tiens, ça, tu vois, et tu peux. En fait, c'est presque un Oui. cours d'éducation sexuelle. Donc, au-delà juste de l'intéressement et si tu veux, l'épanouissement, en fait, tu peux aussi apprendre des pratiques nouvelles. C'est vraiment le pitch Mhm. qu'ils ont. C'est genre, Mhm. ben voilà, tu es avec ton homme depuis 10-20 ans, tu sens qu'il y a des trucs qui t'attirent, mais tu sais pas comment les proposer, comment les faire, etc. Donc, Mhm. c'est vraiment un truc qui permet, c'est un enabler quelque part de nouvelles pratiques et Ouais. d'épanouissement. Et je trouvais ça super intéressant. Ouais. Et voilà. Non, 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 j'avais découvert une boîte qui faisait la même chose qui s'appelait Dipsy. Ouais, Dipsy. Et j'avais. Alors, c'est trop drôle parce que là, du coup, c'est en mode coréen. Et j'avais. Dipsy, c'est un peu plus généraliste. Et début d'année, j'avais découvert une boîte qui faisait la même chose pour la communauté black. Et donc, c'est que des stories et des trucs avec les protagonistes, c'est des personnes de couleur noire, quoi. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Donc, tu peux faire ça en mode langue, tu peux faire ça en mode communautaire. La misère sexuelle, c'est un vrai truc dans les couples. C'est un vrai truc, quoi. mais surtout, enfin, et Même tout surtout, et seul. Alors, aussi, ouais, oui, oui, c'est ça. Mais donc, il ouais. y a un marché gigantesque sur la misère sexuelle. Mais gigantesque. Il y a des boulevards. Oui, il y a des boulevards. C'est quand même une tentation de l'homme et de la femme et de l'homme avec un grand H qui est là depuis toujours. Et les possibilités, les déviances et les envies sont infinies. Donc, il y a du business pour tout le monde sur ce secteur-là. Et c'est le genre de secteur où, euh, même avec un produit de merde, tu auras du business. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça sur un autre sujet qui est la fintech. Alors, c'est bizarre, le parallèle n'a aucun sens, mais c'est juste que c'est la première chose qui vient de me venir en tête et je vais la sortir. C'est que quelqu'un m'avait dit, quand j'avais essayé de faire la boîte autour du crédit, fin 2019, début 2020, euh, j'avais un pote qui fait une fintech, qui cartonne plutôt bien, et qui m'avait dit, tu vas voir, j'avais encore rien fait, pas de marketing, rien du tout. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas avoir une traction de port. Et je dis, oui, mais j'en sais rien. Je veux dire, euh, qu'est-ce que tu penses savoir quand j'aurai une traction port? Enfin, tu vois, le truc a l'air bien rodé, et on pense qu'on va faire bien les choses. Mais qu'est-ce que tu en sais que ça va pas balbutier au début, comme en fait 99% des boîtes où au début ça balbutie jusqu'à ce que Hmm. tu aies un point qui commence à monter. D'inflexion, ouais. Ouais. Et en fait, il m'a dit non, 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 non. Dans la finance, toutes les boîtes, même si le produit est à chier, ont une traction de port au début. Et il m'a dit c'est juste parce qu'en fait, fondamentalement, Offre de euh, l'argent. Enfin, tu proposes un service lié à l'argent, je suppose que c'est alors, ça. tu proposes un service, en fait, où tous les autres services qui sont liés à ce que tu proposes sont nuls. Ah ouais, En fait, ok. la concurrence est tellement nulle et le besoin est tellement fort, tu vois, que peu importe ce que tu fais, au début, tu auras une traction. Alors après, possiblement, ta traction, elle va s'essouffler pour plein d'autres raisons, quoi. Mais au début, ne t'inquiète pas, les gens vont kiffer et en fait, tu vas pas avoir de mal à avoir tes 100, 1000, 10 000 premiers clients. Ça va être super simple. Et c'était vrai, on a lancé de façon organique, boum, 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 les gens viennent, ok, ça m'intéresse, j'ai envie de ça. En fait, c'est parce que c'est un besoin très fort. Tous les produits financiers, un compte bancaire, un crédit, tout ça, les gens en ont besoin et les solutions sont nulles. Et donc, en fait, il y a plus de gens qui en ont besoin que de solutions bonnes. Du coup, bah, naturellement, tu as de l'attraction, même si ton truc est un peu, genre, s'il est meilleur de 5% que ce qu'il y a dans l'écosystème, évidemment qu'il va prendre. Bah, je pense, alors, je pense que le parallèle n'est pas bon. En tout cas, dans ma tête, si je devais l'imaginer, dans le domaine du sexe, c'est pareil. C'est-à-dire que le besoin est tellement fort et la demande est tellement forte. L'offre est aussi très forte, mais c'est pas dur de faire quelque chose d'un peu meilleur que les autres. C'est pas dur de faire un peu mieux qu'un Pornhub, tu vois. C'est pas dur de faire un peu mieux qu'un forum tout dégueulasse avec des histoires érotiques écrites, tu vois. Tu vois, avec un design un peu plus léché, avec des histoires un peu mieux curate, avec des auteurs un peu mieux curate, avec peut-être de l'audio dans ton téléphone que tu peux mettre dans tes écouteurs quand tu te balades ou quand tu cours. Enfin, tu vois, il y a moyen vraiment de faire en fait un peu mieux que ce qui existe, ce qui n'est pas très Ouais, ça dur. suffit. Et, Ouais. et en fait, ça suffit. Et, euh,
Et du coup, ça ne m'étonne pas que ces boîtes prennent et ça ne m'étonne pas qu'il y ait plein d'autres boîtes qui prendront. Qui prendront, qui prendront. Et ce qui est marrant, c'est que sur la landing page, enfin, elles se définissent vraiment, parce que ça a été fondé par 5 meufs, comme une alternative à la pornographie masculine. Donc c'est vraiment, en fait, on avait parlé de la création de catégories quand tu veux te différencier d'un point de vue marketing. Et ben là, c'est vraiment ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de dire, ben, ok, il y a la pornographie. On pensait qu'il y avait la pornographie, mais en fait, tu as principalement aujourd'hui de la pornographie qui est masculine. Nous, on crée de la pornographie sensuelle féminine en audio. Donc en gros, elles ont un boulevard devant elles, c'est sûr et certain que ça va prendre. J'ai pas vu les stats de téléchargement, mais si elles sont chez YC, c'est-à-dire qu'elles ont, à mon avis, un bon début, une bonne traction. Donc voilà, c'était la petite découverte aussi. Parce que du coup, en fait, tu sais bien que je suis à la recherche d'un projet à monter, comme toi d'ailleurs, à mon avis, sans vouloir parler à ta place. Et du coup, ce que j'ai fait l'autre jour, c'est que enfin, j'ai scrappé toutes les boîtes qui ont été faites par YC depuis YC 2012, donc la saison 2012. Et ce qui est bien, c'est qu'en scrapant ça sur leur site, vous allez sur Y Combinator/companies, vous pouvez faire des filtres de base en fait pour en fait sélectionner les catégories qui vous intéressent, l'année de lancement, est-ce qu'elles sont acquises ou abandonnées ou en cours de création, etc. Et en fait, j'avais fait mes petits filtres de base et j'ai scrappé tout ça. Et là, tu vois, j'ai une liste de plusieurs boîtes, des centaines de boîtes. Et j'ai en train de regarder. Et quand je vois les trucs qui sont intéressants, mais pas pour moi, et ben je me dis, ah putain, pour le podcast, ça peut être intéressant. Et c'est là-dessus que je l'ai trouvé, en fait. Ok. Ok. Bon, ben voilà, il vient de mâcher le travail pour les 10 prochains épisodes. Et toi, je sais bien que tu Euh, fais ça aussi. Mais alors, je sais pas si tu veux en parler. ouais, non, si, je fais ça. Je fais ça YC. Je fais Deal Room. Ouais, toi, Je c'est fais Deal Room Dealroom. aussi. Ouais, Je fais surtout. aussi Deal Room. En fait, je le fais naturellement. Je le fais pas pour le podcast. Hein. C'est de Ouais, ouais. base. Des fois, ça m'est déjà arrivé de t'envoyer des fois des listes sur genre des petites thématiques que j'aimais bien. Je te les envoie. Ouais, je fais ça naturellement. Des fois, je pète un plomb et pendant une journée entière, je me sors toutes les boîtes under radar qui ont une explosion sous différents paramètres. Et du coup, je me retrouve à retrouver des boîtes de ouf, trouver des boîtes que j'aurais pas pu trouver autrement. Et, euh, et surtout que Dealroom, c'est plutôt bien foutu. Moi, Euh, justement, j'aime, enfin, les listes Dealroom que tu m'as partagées, il y a quelques boîtes qui sont sorties du lot très rapidement. Mais en fait, alors je sais pas si c'est juste parce que tu m'as envoyé un fichier dégueulasse ou pas, mais tu vois juste le nom. De temps en temps, tu vois s'ils ont levé des fonds. Toi, tu as dû faire des critères de sélection en amont que moi, je vois pas, parce que ouais, j'ai juste accès au fichier CSV. ouais. Mais je sais pas, je trouvais ça difficilement navigable, en fait. Quand on a 1000, c'est difficile. Soit tu te les tapes de haut en bas Ouais. et tu n'as même pas le lien vers Non, c'est les l'anti-web. filtres, les filtres, c'est important. Les filtres, c'est important. Et puis oui, en fait, quand je dis que je passe une journée, c'est une vraie journée, quoi. Mm. Genre, je fais mes trucs le matin et après je regarde. Si je me descends 400 boîtes, je me descends 400 boîtes, quoi. Et sur les 400, il y en a peut-être deux qui sont. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Mm. Tu vois. Mais ouais, c'est clair que. Parce qu'en fait, ils recensent toutes des entreprises, enfin, des entreprises. Qui viennent à peine de créer, je sais pas moi, un nom de domaine et le CEO s'est tagué CEO sur LinkedIn, tu vois. Et boum, ils te le mettent comme entreprise. Donc c'est sûr que des fois, tu as même des trucs où genre, tu comprends pas trop ce qu'ils font parce que c'est genre ça vient d'être créé il y a 4 jours, quoi. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Cool. On s'arrête là. Ouais, c'est bon pour moi. Épisode 18, c'est ça? Ouais, Exact. c'est ça, 18. Bon, bah bravo à nous. Je suis content. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Un like, un commentaire, partager à un ami sur Apple Podcast, 5 étoiles et un commentaire. N'oubliez pas, il y a plus de 5 étoiles que de commentaires, c'est pas normal. Il faut vraiment mettre un petit commentaire sympa. Merci. Et on se voit la semaine pro. À la semaine Ciao, pro. ciao.